Si jamais on m'avait dit qu'un jour j'aurais des ennuis à cause de Kadhafi, je me serais dit, mais vous fumez, monsieur, fumez, monsieur, fumez, monsieur. Pour comprendre l'affaire des financements libyens, il faut retourner en Arabie Saoudite. La France et le royaume wahhabite devaient conclure un gigantesque marché d'armement. Mais à cause d'énormes commissions occultes que devait toucher un intermédiaire travaillant pour le cabinet Sarkozy, Chirac, alors président et en guerre avec les sarkozystes, met fin aux négociations. Et l'intermédiaire en question, c'était en fait Le dénommé Takieddine. connu notamment pour avoir financé la campagne de Balladur, Cet escroc. et qui a déjà été arrêté en 2011 en revenant de Libye avec 1,5 million d'euros sur lui. Takieddine est un intermédiaire sulfureux. Et c'est ce même Takieddine qui a récemment affirmé avoir remis 5 millions d'euros à Claude Guéant et Sarkozy. Bref, Takieddine, c'est un mec simple. Je prends, je livre. Et même si aujourd'hui Sarkozy l'appelle, Ce sinistre Takieddine, on le retrouve sur pas mal de photos, dans son yacht ou chez lui, avec Brice Hortefeux. Et c'est justement après l'échec en Arabie Saoudite que Takieddine va s'intéresser à la Libye. Il organise d'abord une visite pour Claude Guéant, alors chef de cabinet de Sarkozy. Et la police a retrouvé une note où Takieddine lui conseille de faire le déplacement en secret et sans fanfare, afin d'être à l'aise pour aborder l'autre sujet important. Et le 6 octobre 2005, c'est au tour de Nicolas Sarkozy d'aller en Libye. Il y rencontre Kadhafi et les deux hommes se réserveront même un long tête-à-tête sous une tente. Autrement dit, à part les deux dirigeants et leurs traducteurs tenus au secret professionnel, personne ne sait ce qui s'y est dit. Mais le plus troublant, c'est ce qui se passe le soir à l'hôtel Corinthia. Takieddine raconte qu'il y aurait eu une rencontre encore plus secrète dans la suite de Sarkozy entre Sarkozy, Claude Guéant et Abdallah Senoussi. Bien sûr, Sarkozy dément formellement cette version des faits. naturellement, je ne l'ai jamais rencontré. Et qui est Abdallah Senoussi ? C'est le beau-frère. C'était le responsable des services secrets libyens qui a été condamné par la cour d'assises de Paris à la perpétuité pour avoir organisé l'attentat du vol UTA qui a fait plus de 170 morts dont 54 Français. Et toujours selon Takieddine, Sarkozy se serait alors engagé à l'amnistier. Et drôle de coïncidence, Mediapart a révélé que la présidence de la République avait effectivement tenté de rendre inopérant le mandat d'arrêt qui courait contre lui. Je ne me comporte pas comme cela. Et comme si ce n'était pas assez suspect, un mois après la réunion à l'hôtel Corinthia, Senoussi a désigné Thierry Herzog pour défendre ses intérêts dans l'affaire UTA. Et qui est Thierry Herzog ? C'est l'avocat personnel de Nicolas Sarkozy. Et si Kadhafi a réellement financé la campagne de Sarkozy, c'est sûrement qu'il attendait des contreparties. Du coup, est-ce que l'une de ces contreparties n'aurait pas pu être l'amnistie de son beau-frère Abdallah Senoussi ? Non. Chacun peut se faire son opinion, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a pas mal de gens qui accusent directement Sarkozy. Bon, même si on a évidemment toute confiance en notre ancien président, on va quand même détailler les différents témoignages. Pour commencer, il y a évidemment Kadhafi qui menace Sarkozy de révéler un grave secret le 10 mars 2011. C'était un fou. Ensuite, il y a Le sinistre Saïf Kadhafi, le fils. qui s'exprime sur Euronews quelques jours après son père. Il faut que Sarkozy rende l'argent, c'est nous qui avons financé sa campagne. Lui aussi ment. Il y a aussi l'ancien Premier ministre qui affirme devant la cour d'appel de Tunis avoir lui-même supervisé le financement de la campagne de Sarkozy. Lui aussi ment. Ensuite, il y a le chef de cabinet de Saïf qui a envoyé un mail à Mediapart pour décrire les circuits bancaires utilisés pour une partie des financements. Et les enquêteurs ont retrouvé un virement de 2 millions dans les archives de Takieddine qui ressemble en tout point au circuit décrit. Lui aussi ment. Et il y a bien sûr Abdallah Senoussi qui affirme devant la Cour pénale internationale avoir transmis 5 millions d'euros pour Sarkozy par le biais de Takieddine. Ce qui va dans le sens des aveux récents de Takieddine. Cela veut-il dire que tous ces personnages troubles mentent tous? Et Sarkozy a au moins raison sur un point. Il faut des preuves. Et même si Sarkozy veut absolument que tout le monde pense que tous les éléments douteux sont une réponse vengeresse de ses ennemis à son engagement dans la guerre en Libye en 2011, il y a quand même deux documents suspects qui remettent en doute sa version. Le premier est une note datant du 10 décembre 2006. C'est un accord de principe du régime libyen pour le déblocage de 50 millions en soutien à la campagne de Sarkozy. Et ce document a été apparemment signé par Moussa Koussa, le chef des services secrets extérieurs en Libye. Lorsque ce document est révélé par Mediapart en 2012, Sarkozy se contente de dire que c'est un faux grossier et porte même plainte contre le journal. Sauf qu'après plus de 3 ans d'enquête judiciaire et plusieurs expertises techniques, la justice confirmera par 2 fois l'authenticité de ce document. Ce qui n'empêche pas notre ancien président d'affirmer en direct sur TF1 que Tout le monde sait que c'est un faux. Eh bien c'est l'inverse. il dit ensuite que Monsieur Moussa Koussa, a dit que ce n'était pas sa signature et que ce document était un faux. mais c'est un petit peu plus compliqué que ça et comme il le dit, Il faut être précis là encore. en réalité, Moussa Koussa a été interrogé par des magistrats au Qatar et il a admis que l'origine et le contenu de la note étaient vrais. Mais il a ensuite ajouté que le contenu de la note était dangereux et qu'il ne voulait pas qu'on l'introduise dans cette histoire. Et dans un sens, on peut comprendre qu'il ait peur. Je pourfendrai cette bande. Il a par contre toujours nié que c'était sa signature, mais l'expertise judiciaire menée par des experts en écriture a prouvé que le document était signé de sa main. Et je n'ai rien à dire là-dessus. Ensuite, le deuxième élément qui remet en cause la version de Sarkozy provient du ministre du pétrole libyen, Choukri Ghanem. Il rédigeait en fait un journal de bord du régime et un passage daté du 29 avril 2007 décrit des modalités de financement de la campagne de Sarkozy. Béchir Saleh, un responsable libyen dont on parlera plus tard, aurait payé 1,5 million. Abdallah Senoussi aurait payé 2 millions et le fils de Kadhafi 3 millions. Pour se défendre, Sarkozy a expliqué dans le journal du dimanche qu'il n'y avait aucune preuve que ces notes dataient réellement de 2007. Pour en être sûr, il faudrait interroger Choukri Ghanem. Mais manque de chance, il est mort noyé dans le Danube le lendemain de la révélation de la note Moussa Koussa par Mediapart. Et les services secrets américains ont considéré sa mort comme hautement suspecte.
Mais même s'il est mort, son carnet a été retrouvé puis authentifié par plusieurs justices européennes. Quoi qu'il en soit, si ce qu'a écrit Choukri Ghanem est vrai, alors une énorme quantité de liquide a arrosé la campagne de Sarkozy en 2007. C'est faux. Et le problème avec autant d'argent en liquide, c'est que ça prend de la place. Et curieuse coïncidence, les enquêteurs ont découvert que Claude Guéant avait loué une chambre forte assez grande pour qu'un homme puisse y rentrer debout, et ça, juste pour le temps de la campagne. Il s'y est rendu à 7 reprises, et lorsque les policiers lui ont demandé ce qu'il allait chercher, il a répondu sereinement qu'il y entreposait des discours de Sarkozy. Des membres de son équipe de campagne ont été entendus à ce sujet, et les témoignages sont plutôt amusants. Les uns disent que c'est hallucinant de mensonges, aberrant, les autres rappellent que les discours ont toujours transité par mail ou qu'ils étaient consultables sous forme électronique au QG. Et quand on s'intéresse aux responsables de la trésorerie durant la campagne de Sarkozy en 2007, c'est encore plus intriguant. Ils étaient deux, Éric Woerth et Vincent Talvas. Le premier, Éric Woerth, a reconnu que d'importantes sommes en espèces non déclarées avaient inondé la campagne. Et quand on lui demande d'où provenaient ces sommes, il explique qu'elles ont été envoyées par voie postale et bien sûr, de manière anonyme. Pas de chance pour lui, le chef du courrier de l'UMP a déclaré qu'il n'avait jamais vu de tel courrier. Vincent Talvas, lui, selon les témoignages, accueillait tout le monde dans son bureau pour distribuer des enveloppes de billets qu'il tirait d'un coffre-fort en contenant des centaines. Et curieux hasard, les témoins parlent de grosses coupures, ce qui pourrait correspondre à l'argent que Takedine dit avoir remis à Claude Guéant. Billets de 500 et quelques-unes de 200. Et en parlant de Claude Guéant, la police a découvert qu'il a vécu pendant près de 10 ans en tirant seulement 800 € de son compte courant. Ça revient à moins de 7 € par mois. Et on peut se demander combien de Français pouvaient vivre dans les années 2000 avec moins de 7 € par mois. Aucun. Bah, il devait vraisemblablement avoir pas mal de liquide quelque part à disposition. Et encore plus intéressant, Guéant a acheté en 2008 un appartement avec 500 000 € soudainement apparus sur son compte. Mais une enquête judiciaire a montré que l'argent qui avait compensé l'achat de Claude Guéant provenait d'un fonds libyen dirigé par Béchir Saleh. Et si le second a vraiment encaissé 500 000 €, on peut se demander combien a alors pu recevoir le chef. Beaucoup plus que vous l'imaginez. Mais de toute façon, que Kadhafi ait financé la campagne de Sarkozy ou non, il a été reçu en France comme s'il l'avait fait. Déjà, il faut avoir en tête qu'environ un mois avant la venue de Kadhafi à Paris, le Comité des droits de l'homme rendait un rapport inquiétant sur la Libye qui mentionnait notamment des disparitions forcées et l'utilisation récurrente de la torture. Mais ça n'a pas empêché Sarkozy de dérouler le tapis rouge à son prince. Et on n'a pas choisi n'importe quel jour. Non, C'était le 10 décembre 2007, journée internationale des droits de l'homme. on ne peut pas se comporter comme ça. Et Kadhafi, trop content d'être si bien reçu, n'avait pas fait les choses à moitié. Pas moins de 100 véhicules pour transporter toute la délégation qui accompagne Mouammar Kadhafi. Il avait aussi privatisé le château de Versailles et même planté sa tente bédouine dans les jardins de l'hôtel Marigny dans le 8e. Mais Sarkozy avait une bonne excuse. 10 milliards d'euros de contrats signés avec la Libye pendant ce séjour. Un montant qui ne sera d'ailleurs jamais confirmé. Une preuve de plus, s'il en fallait une, qu'en France l'indignation semble sélective et indexée au poids du porte-monnaie. C'est l'honneur de la France. Une entreprise française a par ailleurs vendu à la Libye un produit spécialement créé pour l'occasion, le programme Eagle. Ce programme stocke toutes les données et permettra à la Libye d'avoir accès à la quasi-totalité des communications internet. Et Eagle sera très utile aux Libyens qui s'en serviront notamment lors de l'insurrection de 2011 pour identifier les militants opposés au régime en espionnant leurs mails ou conversations Facebook. Grâce à ce matériel made in France, des Libyens ont été Torturé, battu. pour leur simple opposition au régime. Et le matériel de surveillance avait été proposé à ce Dictateur parmi les plus sanglants. par l'équipe de Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur. Eagle a d'ailleurs aussi été vendu au Qatar, au Maroc, au Gabon et à l'Égypte qui en feront, on n'en doute pas, un bon usage. Mais la lune de miel entre la France et la Libye ne dure pas. Dans le contexte du printemps arabe, un soulèvement populaire commence en Libye et le régime de Kadhafi choisit d'essayer de le réprimer par la force. Et curieusement, Sarkozy prend immédiatement le parti des opposants au régime libyen et soutient que la seule solution face aux violences qui ont lieu est une opération militaire. Le 16 mars, le fils de Kadhafi croit sûrement pouvoir mettre la pression à Sarkozy en lui demandant publiquement de rembourser l'argent que la Libye lui aurait versé. Résultat, 24 heures plus tard, comme il le raconte, Sarkozy s'est Battu à l'ONU pour que nous ayons un mandat. et il avait des arguments efficaces. Des tueries de masse ont lieu et il faut protéger les civils. Le 17 mars, la résolution 1973 est adoptée. Une décision qui fait l'unanimité dans la presse française et auprès de plusieurs intellectuels comme Bernard-Henri Lévy qui parle même de guerre juste. Et parmi les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, il y a 2 camps. Il y a la France, le Royaume-Uni et les États-Unis qui ont voté pour la résolution. Et il y a la Russie et la Chine qui ont été dissuadés d'utiliser leur droit de veto par une double promesse des promoteurs du texte. Ne pas engager de troupes au sol et ne pas chercher à renverser Kadhafi. Mais finalement, 5 pays dont la France et le Royaume-Uni engageront des troupes au sol et le 15 avril 2011, Obama, Cameron et Sarkozy signeront une tribune explicite « Kadhafi doit partir ». Et en plus du détournement du mandat de l'ONU, certains avancent que les motivations de cette guerre étaient incertaines. Contrairement à la France qui fait l'autruche, dans un rapport de 2016, une commission d'enquête britannique dénonce une politique opportuniste de changement de régime, mais aussi des menaces surévaluées. À l'époque, on parlait d'au moins 6000 victimes liées à la répression de l'insurrection. Mais l'ONG Amnesty International évaluera plus tard que le bilan des pertes n'était en fait que de 300 morts. Et il y a aussi 2 séquences qui ont justifié l'emploi de la force qui sont remises en question. D'abord, l'aviation de Kadhafi qui aurait bombardé sa propre population.
et ensuite la colonne de chars qui aurait fait route pour massacrer la ville insurgée de Benghazi. Dans le premier cas, le ministre de la Défense américain Robert Gates et le général Mike Mullen ont tous deux affirmé n'avoir eu aucune confirmation de ce bombardement. Et dans le second cas, Ronnie Broman, ancien président de Médecins sans frontières, affiche publiquement ses doutes en soulignant qu'aucune image de ces blindés n'existe alors qu'il y avait d'innombrables caméras et des satellites observant la région sans relâche. Mais certains affirment avoir vu la colonne de blindés. Et parmi eux, il y a BHL, qui explique même que mettre en doute son existence, c'est du quasi-négationnisme. De toute façon, que l'usage de la force ait été justifié ou non, il est certain que la Libye a été plongée dans le chaos par cette guerre. Obama décrit d'ailleurs le fait de ne pas avoir prévu un après à l'intervention militaire comme sa pire erreur, et a expliqué qu'il pensait que les Européens seraient plus impliqués dans le suivi. Il disait merci la France, on veut la démocratie. Mais il n'y a pas que le manque de suivi dans l'après-guerre qui soulève des questions. Il y a aussi la mort de Kadhafi le 20 octobre 2011 qui reste entourée de mystères. Certains éléments intriguent, comme la présence des forces spéciales françaises sur les lieux de sa mort, ou l'interview d'un agent libyen qui affirme que des agents français ont directement exécuté Kadhafi. En tout cas, ce qui est certain, c'est que rien n'a été fait pour le laisser en vie et le faire comparaître devant un tribunal. Mais même mort, Kadhafi semble pouvoir encore témoigner. Lui qui enregistrait tout. Et 2 personnes ont potentiellement détenu des enregistrements gênants pour Sarkozy. La première personne, c'est un certain Mohamed Al-Bichari. Il avait contacté les services secrets français pour les renseigner sur des enregistrements clandestins de Kadhafi, et il leur en aurait même fait écouter des extraits. Mais il est soudainement mort en avril 2012 d'une crise de diabète. La seconde personne n'est autre que Béchir Saleh, le bras droit de Kadhafi. Selon un témoin, il aurait été accusé par plusieurs proches de Kadhafi, dont son fils et Abdallah Senoussi, de cacher des enregistrements et de mener des négociations secrètes avec la France. Et curieuse coïncidence, Béchir Saleh a été exfiltré de Libye vers la France avec l'aide des services secrets français. Il s'était ensuite installé en France avant de s'enfuir précipitamment au Niger lorsque la révélation de la note Moussa Koussa par Mediapart avait braqué la lumière sur lui et rappelé qu'il était recherché par Interpol. Et en février 2018, il a été la cible d'une tentative d'assassinat. Béchir Saleh a été grièvement blessé, mais très vite opéré et placé sous coma artificiel, ce qui fait qu'il est encore vivant aujourd'hui. Et selon ses proches, il avait reçu des menaces 1 mois plus tôt, alors qu'il envisageait de transmettre des informations à la justice française. Et quand on a dit tout cela, que reste-t-il ? Aujourd'hui, notre ancien président de la République a été mis en examen pour corruption passive, financement illicite de campagne électorale et recel de détournement de fonds publics libyens. Il conteste les faits qui lui sont reprochés et rappelle que... Vous avez ici un ancien chef d'État qui n'a jamais été condamné. Mais va-t-il pouvoir continuer à le dire encore longtemps ? Ça va exploser. Le peuple français doit réagir.